Bonjour. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur la BPCO. Cet acronyme regroupe les principaux éléments de la définition de cette pathologie. Ceci permet donc plus facilement de retenir les éléments de diagnostic de cette maladie. Le B, donc, c'est l'atteinte des branches, c'est-à-dire la part de la bronchite chronique. Le P, c'est la pneumopathie, c'est-à-dire l'atteinte du parenchyme et donc les alvéoles et c'est l'emphysème. Le C, donc, c'est le problème c'est-à-dire c'est la maladie chronique donc, qui va durer toute la vie. Et bien sûr, O, c'est la part de l'obstruction. Et on ne peut parler de BPCO que s'il y a un trouble de ventilation. Voici le plan de cours qu'on va donc aborder point par point. Donc par la définition de la BPCO, qui est une maladie respiratoire assez fréquente, qu'on peut prévenir et plus ou moins traiter. Et dont la caractéristique essentielle, comme je viens de le dire, est l'obstruction progressive mais permanente des voies aériennes, ce qui fait de cette pathologie une pathologie irréversible, associée à une réponse inflammatoire. Et donc la cause principale est le tabagisme. Mais la pathogénie de cette pathologie, elle reste incomplètement comprise, ce qui explique qu'on a plusieurs définitions au fil des années, plusieurs classifications et même, c'est-à-dire le traitement, chaque fois on change le traitement. Le diagnostic donc requiert obligatoirement une EFR qui est une exploration fonctionnelle respiratoire qui va nous donner donc un trouble ventilatoire qu'on va expliquer ultérieurement. La BPCO, donc, elle est due, c'est donc la bronchite chronique et l'emphysème. Il y a des BPCO qui ont seulement de la bronchite chronique. Pardon, je prends le curseur. Voilà, donc il y a des patients qui ont que de la bronchite chronique et d'autres ont de l'emphysème. Et il y a des malades qui vont avoir les deux types de lésions, c'est-à-dire BPCO avec bronchite chronique et emphysème. On va essayer donc d'expliquer un petit peu la bronchite chronique. Vous voyez là donc une paroi bronchique non épaissie, des vaisseaux, c'est-à-dire qui sont de diamètre normal, sans sécrétion importante, avec donc une membrane basale qui est peu épaissie, le tout donc entraînant un diamètre assez important, donc permettant donc à l'individu de bien respirer. Et là, donc sur la deuxième image, vous voyez une branche malade, une bronchite chronique, avec donc épaississement important de la membrane basale, infiltrant inflammatoire important, une hypersécrétion bronchique, c'est des sécrétions qui sont très épaisses, donc le tout va entraîner une réduction considérable du diamètre de la branche, ce qui va expliquer donc l'installation ultérieurement de la dyspnée chez ces patients. Sur la deuxième image, donc on va voir donc des alvéoles qui sont saines, avec des parois alvéolaires intègres, avec sans rupture d'attache pleurale, d'attache alvéolaire, pardon. Et sur la deuxième image, donc nous avons des parois, donc des alvéoles, donc qui sont détruites, avec des parois et des attaches qui sont rompues, réalisant de l'emphysème. La confluence de ces alvéoles qui sont donc détruites vont réaliser des petites bulles et les petites bulles vont confluer et donner des bulles plus importantes, ce qu'on voit dans. Maintenant, donc, on va essayer de définir ces deux pathologies. Donc, d'abord, je commence par la bronchite chronique. Donc, la définition est purement clinique. C'est le fait, donc, elle est faite beaucoup plus à travers un interrogatoire minutieux du patient sur la fréquence des épisodes de la toux,
ainsi que de l'expectoration. Si le malade donc va tousser et expectorer 3 mois par an durant 2 années consécutives, il est dit bronchite chronique. Il faut savoir que 50% des fumeurs font de la bronchite chronique. Cependant, ils ne sont dits BPCO, c'est très important de retenir ce point, ils ne sont dits BPCO que s'ils ont, en plus de cette définition, un trouble ventilatoire obstructif. Par contre, sa définition est anatomique, c'est-à-dire elle est due à un élargissement anormal et permanent des espaces aériens situés au-delà des bronchioles terminales avec, comme je viens de le décrire, une destruction des parois alvéolaires. Selon la localisation de cette destruction, on peut avoir donc, c'est-à-dire au sein de la sinus ou du lobule secondaire, on peut avoir deux types d'emphysème. Donc, on peut avoir donc le premier type, c'est l'emphysème centrolobulaire, c'est-à-dire situé au centre du lobule ou de la sinus, avec distension des bronchioles respiratoires de tout ordre qui vont communiquer les uns avec les autres, avec des alvéoles donc à la périphérie qui vont rester intègres. Ce type c'est-à-dire d'emphysème, on va le rencontrer beaucoup plus chez les patients fumeurs. Le deuxième type d'emphysème, c'est l'emphysème panlobulaire, c'est-à-dire il y a une atteinte de toutes les voies aériennes et en même temps des alvéoles. Donc, tous les éléments du lobule ou de la sinus sont détruits avec rupture des parois de séparation. On le voit surtout en cas de déficit en alpha-1 antitrypsine. Pour les lésions bulleuses, qu'on peut voir dans tous les types d'emphysème, elles sont dues, donc, comme je l'ai dit, à la confluence des lésions déjà décrites. Dans la continuité du chapitre de définition, après la bronchite chronique et l'emphysème, on va définir le trouble ventilatoire obstructif spécifique de la BPCO, c'est-à-dire le rapport VEMS sur capacité vitale, c'est-à-dire le volume expiratoire maximal en une seconde sur la capacité vitale fonctionnelle doit être inférieur à 70% après bronchodilatation, c'est-à-dire après avoir utilisé un bronchodilatateur. Alors que le VEMS permet de classer le malade en stade de sévérité. Actuellement, la BPCO est définie également comme une maladie multisystémique, dominée par un déséquilibre des oxydants et antioxydants. Et cette inflammation explique les manifestations extrathoraciques associées à la BPCO, qui sont surtout l'atteinte cardiaque, les anomalies musculaires, de l'anémie et bien sûr le diabète, les maladies métaboliques, etc., qu'on appelle les comorbidités, qui font la gravité de cette pathologie, entraînant donc des complications, c'est-à-dire importantes de cette. Après donc ces définitions donc de la bronchite chronique, de l'emphysème et du trouble ventilatoire obstructif, on passe toujours par quelques chiffres épidémiologiques pour évaluer l'ampleur de cette pathologie. Il faut savoir que la BPCO est la première cause d'insuffisance respiratoire chronique, la deuxième cause d'invalidité, parce que c'est des malades donc ils vont être sous oxygène à domicile, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Et bien sûr, c'est-à-dire la troisième cause de mortalité, donc prévue par l'OMS en 2030. Sa prévalence générale, elle est de 5 à 10 dans la population dans les pays industrialisés. Selon l'étude BREATHE,
Donc, c'est une étude qui a été faite dans 11 pays du Moyen-Orient, de l'Afrique. 3,7 des sujets âgés de plus de 40 ans souffrent de BPCO. En Algérie, un homme sur deux est fumeur, donc vous voyez l'ampleur un petit peu qui va venir de la BPCO. Dans la population masculine, des sujets âgés de plus de 15 ans. Maintenant, sur le plan physiopathologique, donc nous allons voir les différentes anomalies de cette pathologie. Je commence avec les anomalies bronchiques. Donc, on va avoir donc une diminution et une altération. Vous voyez là une diminution et une altération des cellules ciliées qui normalement devraient être en nombre plus important afin de permettre une bonne épuration mucociliaire, avec augmentation des cellules caliciformes qui sont des cellules sécrétrices de mucus, ainsi qu'une hypertrophie des glandes sécrétoires, ce qui explique l'encombrement bronchique dans la bronchite chronique. Aussi, on note une fragmentation du tapis muqueux avec formation de bouchons muqueux qui aggrave l'obstruction bronchique et diminue le diamètre de celle-ci, de l'épithélium bronchique. Donc, en plus de ces anomalies de l'épithélium bronchique, on note une métaplasie. Voilà, vous voyez une métaplasie malpighienne ou épidermoïde qui fait le lit de la dysplasie et ceci va favoriser le cancer in situ. Cette anomalie, elle est due surtout au tabagisme. Pour les anomalies du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire l'emphysème, il est dû à la dégradation protéolytique des tissus conjonctifs, surtout de l'élastine, du fait d'un déséquilibre entre la balance protéase, c'est-à-dire les enzymes qui détruisent le parenchyme, et les antiprotéases qui sont censées protéger ce dernier. L'exemple type en est le déficit en alpha-1 antitrypsine, qui est censé protéger la paroi des alvéoles. Or, le déficit en cette enzyme va entraîner des enzymes protéolytiques par les polynucléaires neutrophiles, par les macrophages qui sont recrutés dans les voies aériennes et qui vont entraîner une destruction des parois alvéolaires et réaliser ce qu'on appelle l'emphysème. Ajoutez donc à ces perturbations de la balance protéase-antiprotéase, il y a un mécanisme d'auto-immunité avec sécrétion des anticorps anti-élastine sécrétés par les lymphocytes T, CD4 et les lymphocytes B. D'où la considération actuelle de la BPCO comme une maladie auto-immunitaire. Les anomalies vasculaires, donc on a surtout une destruction du lit vasculaire dans l'emphysème. Ceci est dû beaucoup plus à une vasoconstriction hypoxique qui va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire appelée l'HTAP. Et l'HTAP, donc, elle va s'accompagner par un épaississement de l'intima des vaisseaux, réalisant donc des modifications des structures vasculaires. Donc, on passe, puisqu'on a déjà... Donc, quant aux facteurs de risque, retenez que le tabac est le principal facteur. Cependant, ce ne sont pas tous les fumeurs qui vont faire de la BPCO, car cette dernière est observée seulement chez 20% d'entre eux, ce qui laisse supposer que d'autres facteurs ou d'autres causes, c'est-à-dire vont provoquer de la BPCO, telles que l'exposition professionnelle à des gaz inhalés, aussi donc la fumée domestique de combustion, de chauffage,
qu'on va appeler l'effet biomasse, ce qui explique que la BPCO survient également chez les sujets non-fumeurs, chez les femmes ou même les enfants. Cependant, le déficit en alpha-1-antitrypsine est responsable de seulement 1% de BPCO. Le diagnostic, donc c'est surtout, donc on va se baser d'abord sur les symptômes que va présenter le malade, qui sont surtout la toux. Elle est généralement, c'est une toux qui peut être productive ou sèche. Donc elle est généralement négligée au début par le malade, avec ou sans expectoration, quel que soit le type de cette expectoration, muqueuse ou purulente ou muco-purulente. Cependant, le maître symptôme de la BPCO, c'est la dyspnée. Elle doit être recherchée systématiquement à l'interrogatoire pour dépister une BPCO chez tous les fumeurs. Elle survient initialement, c'est-à-dire au début à l'effort, et elle va devenir donc de plus en plus importante, et c'est généralement à ce stade que les malades viennent consulter. Et là, c'est un petit peu, c'est-à-dire la BPCO, elle va être quand même un peu avancée. Pour les signes physiques, donc on doit faire un examen donc, du thorax nu. Donc on va trouver donc une déformation du thorax avec généralement une protrusion sternale avec augmentation du diamètre antéro-postérieur, ce qui va donner un aspect ontono, c'est-à-dire un thorax de volume important. Quand on voit le malade respirer, donc il va respirer avec des lèvres pincées, donc surtout pour les patients qui présentent donc de l'emphysème à un stade important. En cas donc d'insuffisance respiratoire, il faut toujours rechercher les signes de lutte qui sont donc l'utilisation des muscles respiratoires accessoires, à savoir un tirage susternal, intercostal, etc., surtout en cas d'exacerbation. N'oubliez pas toujours donc de faire un examen digital à la recherche d'une pigmentation nicotinique qui va témoigner donc d'un tabagisme chronique. Recherchez également la cyanose des extrémités, surtout en cas d'exacerbation ou quand c'est un patient qui est au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Alors qu'il faut rechercher également un hypocratisme digital, mais celui-ci n'est pas spécifique à la BPCO. Si on trouve un hypocratisme digital, il faut soit rechercher une autre cause telle que la DDB, soit rechercher c'est-à-dire un cancer chez ce patient, bien sûr, qui est le plus souvent fumeur. Quelques exemples. Donc, vous avez des taches donc, du tabac chez les gens qui fument. Vous voyez là, le noirâtre. Donc, c'est un patient qui est fumeur. Et là, on a l'hypocratisme digital. On a dit que c'était beaucoup plus spécifique à l'ADDB ou à un cancer associé. On passe à l'examen clinique. Donc, on doit toujours faire une auscultation. Celle-ci va retrouver soit une diminution des murmures vésiculaires, surtout dans l'emphysème, soit des râles bronchiques, soit ronflants, surtout dans les bronchites chroniques. Parfois, on a des sifflements, c'est-à-dire quand le malade, soit il est en crise, soit qu'il est à un stade avancé de la BPCO. Il faut rechercher également des signes de complications, surtout cardiaques, à type d'insuffisance ventriculaire droite, c'est-à-dire des œdèmes des membres inférieurs, un reflux hépatogégulaire ou d'interjections dégégulaires. De manière générale, on distingue deux grands tableaux dans la. Donc voilà, il y a deux types de BPCO. Il y a donc les malades qui sont rosés essoufflés, c'est les punk puffers ou les PP. Donc généralement, c'est des patients qui sont porteurs d'un emphysème panlobulaire et qui sont donc typiquement maigres, mais qui sont très dyspnéiques, polypnéiques au repos et distendus. Le deuxième tableau, ce sont le type B, c'est-à-dire c'est les malades qui sont bleus et bouffés, c'est-à-dire cyanosés et gonflés. C'est les bleus blotters, c'est les bébés, qui correspondent aux patients qui sont porteurs beaucoup plus donc d'un emphysème centrolobulaire. Et ces patients sont généralement donc obèses, cyanosés, ils sont légèrement moins dyspnéiques que les pink puffers.
et souvent porteurs des signes d'HTAP. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu bleus. Vous voyez donc sur ces deux photos, donc un patient qui présente une distension donc thoracique importante, avec une augmentation, pardon, donc vous avez les deux tableaux qu'on vient de décrire. Donc les malades donc bleu blotteurs qui sont obèses et ils sont bleus, c'est-à-dire cyanosés. Donc c'est généralement de la bronchite chronique. Et les malades, les PP ou les pink puffer, c'est des malades qui sont très polypnéiques. Ils sont généralement bien colorés par rapport aux malades, c'est-à-dire des bronchites chroniques, et ils sont plus maigres. Vous voyez sur cette photo un patient qui présente une distension thoracique importante avec élargissement du diamètre antéro-postérieur, témoignant d'un emphysème chez un patient complètement dénutri. Vous voyez les côtes, qui est sous oxygène, donc oxygénodépendant, témoignant de la gravité de l'évolution de cette maladie. Pour le diagnostic différentiel, il faut éliminer surtout donc l'asthme bronchique. L'asthme bronchique, donc, il touche beaucoup plus les sujets âgés. Il y a une notion, c'est-à-dire d'allergie, des atopies, avec une variation de la symptomatologie d'un jour à l'autre, avec une réversibilité significative, surtout de l'obstruction bronchique quand on fait une EFR de plus de 200 ml en valeur absolue ou de 12% de la valeur de base après bronchodilatateur. C'est-à-dire par rapport à la BPCO, quand on fait ce test, on trouve qu'il y a moins de 12%. C'est-à-dire l'obstruction, elle est incomplètement réversible. Le deuxième diagnostic, bien sûr, comme c'est une atteinte bronchique, c'est l'ADDB ou la dilatation des branches. La dilatation des branches, donc c'est surtout à l'interrogatoire, on trouve une expectoration, c'est-à-dire qui remonte à plusieurs années, elle est abondante, beaucoup plus matinale, avec des notions des infections. La radio, donc, elle permet, et surtout la TDM, de faire la part des choses, en montrant, bien sûr, de la bronchectasie. Le troisième diagnostic, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Là, il faut faire toujours un bon interrogatoire à la recherche d'une cardiopathie. Généralement, sur la radio, on trouve une cardiomégalie avec donc à l'EFR, beaucoup plus un trouble ventilatoire restrictif, mais pas obstructif. Et bien sûr, donc à l'auscultation, quand il y a par exemple un OAP ou une décompensation, nous allons trouver donc des râles crépitants à la base. Pour l'évolution donc de la BPCO, elle va être marquée par beaucoup plus donc le risque d'exacerbation. Le risque d'exacerbation est la complication la plus importante qui met en jeu chaque fois, à chaque exacerbation, le pronostic vital. Bien sûr, avec un risque de handicap et réduction des activités, donc le malade ne peut pas se déplacer, l'apparition d'insuffisance respiratoire chronique secondaire à l'hypoxie, avec ou sans hypercapnie, et bien sûr la complication cardiaque droite et la retention hydrosodée, c'est le stade de CPC. En plus donc de la pathologie de la BPCO elle-même, on a les comorbidités qui vont encore aggraver donc aussi bien la symptomatologie que le pronostic de cette maladie. Et bien sûr, il faut savoir qu'il y a un déclin donc progressif du VEMS avec l'âge. Et ce déclin du VEMS, il est beaucoup plus important chez les patients qui sont fumeurs ou qui ont un déficit en alpha-1 antitrypsine. Pour les examens complémentaires, donc on va commencer avec Donc, on commence avec la radiographie du thorax. La TDM, elle n'est pas, c'est-à-dire la radiographie, donc, elle va nous montrer, donc, on va voir directement des. Voilà. Donc, sur la radio, on a une distension thoracique. Vous avez un thorax qui est quadriangulaire. On va avoir donc des côtes qui sont un petit peu donc plutôt horizontalisation des côtes, avec un élargissement des espaces intercostales,
un aplatissement des hémicoupoles. Vous voyez donc il n'y a plus, c'est-à-dire la forme de la coupole normale. Et bien sûr, donc, on va voir donc, une rarification de la trame bronchovasculaire et sur le profil, vous allez rechercher l'augmentation du diamètre antéro-postérieur avec un espace clair rétrosternal qui est très important, même rétrocardiaque, donc témoignant de la distension thoracique. Voilà, aussi sur cette radio, vous voyez que le cœur ne repose plus sur le diaphragme qui est très abaissé, réalisant ce qu'on appelle le cœur en goutte. Cette radio de profil, vous voyez l'artère pulmonaire qui est très dilatée, un diamètre antéro-postérieur très important avec des espaces clairs rétrosternal et rétrocardiaques qui sont très importants, témoignant d'un emphysème très avancé. Il faut rechercher également une médio-incésure externe, donc qui est un petit peu spécifique à la BPCO, appelée également donc le coup de hache externe. Et maintenant, on passe à la TDM. Donc, la TDM, c'est un examen qui permet beaucoup plus d'affirmer la présence de l'emphysème, mais il n'est pas fait de façon systématique. Sauf si on a un doute sur le diagnostic ou si on pense à l'association d'une autre pathologie, telle qu'un cancer bronchique ou à un diagnostic différentiel tel que la DDP. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous montrer, la TDM? Donc, elle va montrer des ondes de destruction emphysémateuses qui apparaissent donc avasculaires, hypodenses et sont parfois donc sont parois propres et bien sûr de faire la distinction entre les différents types d'emphysème dont j'ai déjà parlé, centrolobulaire et panlobulaire. Voilà, donc vous avez beaucoup plus un emphysème très important avec des bulles. Donc vous voyez ces hypodensités, c'est-à-dire des régions qui sont avasculaires, complètement détruites. Là, vous voyez une rarification de la trame bronchovasculaire avec des zones très claires au centre. Là, c'est un emphysème paraseptal, vous voyez, donc les bulles d'emphysème qui sont adossées contre les septa, donc pleurales, enfin contre la plèvre viscérale, médiastinale et c'est-à-dire la plèvre viscérale, médiastinale et viscérale. On le voit, ça dure surtout dans le centre lobulaire. Là, vous avez plusieurs exemples. Vous avez des destructions donc emphysémateuses importantes. On voit très bien la ramification de la trame, des trames bronchovasculaires, témoignant là aussi d'un emphysème panlobulaire, puisqu'on ne voit pas beaucoup de vaisseaux. On appelle aussi le poumon anémique, c'est-à-dire par rapport à la diminution de sa vascularisation, puisque dans l'emphysème panlobulaire, il y a une destruction aussi bien vasculaire que bronchique par rapport au centre lobulaire où il y a juste la destruction bronchique. Vous voyez là une grosse bulle d'emphysème avec une destruction, donc il n'y a pas de parenchyme tassé, donc c'est une grosse bulle d'emphysème, elle est secondaire à la confluence, c'est-à-dire de plusieurs bulles, et ça nécessite parfois des traitements chirurgicaux. Toujours la même chose de l'emphysème. Donc un aspect, pratiquement il ne reste plus de parenchyme. Vous voyez à peine quelques donc, attaches pleurales. Donc là c'est un emphysème qui est très avancé. Probablement le malade doit faire une insuffisance respiratoire importante, c'est-à-dire à un stade avancé. Donc l'exploration fonctionnelle respiratoire, elle va permettre, de poser le diagnostic par la mise en évidence d'un trouble ventilatoire obstructif, non réversible, c'est-à-dire il y a moins de 12% de réversibilité, d'éliminer un asthme, d'évaluer le stade de sévérité, bien sûr par le VEMS, et bien sûr faire le choix thérapeutique ainsi que l'appréciation du... Voilà, donc le test, il faut donner un bêta-2 mimétique.
normalement, le VMS en post-dilatation doit être inférieur à 12% de la valeur théorique ou inférieur à 200 ml en valeur absolue. Diagnostic différentiel, c'est l'asthme. L'asthme, c'est la réversibilité, elle est plus de 12% et plus de 200 ml. Pour les gaz du sang, donc ils sont surtout, c'est-à-dire ils sont demandés pour évaluer le stade de gravité de la BPCO. Et il faut toujours demander les gaz du sang si le malade commence à avoir un VMS inférieur à 50%. Et on fait bien sûr les gaz du sang pour décider de mettre le malade sous oxygène. Donc c'est un élément qui va nous permettre de décider de mettre le malade sous oxygénothérapie au long cours à domicile. L'autre examen, donc, c'est le test de marche de 6 minutes. C'est un examen, donc c'est un test d'épreuve d'effort qui va donc un petit peu évaluer donc la tolérance à l'effort du patient. Donc, quand on fait le test de marche de 6 minutes, on va compter donc un petit peu sa fréquence respiratoire, est-ce que le malade désature ou non, et en même temps, on va donc compter, c'est-à-dire le nombre de mètres que peut faire le malade et le nombre d'arrêts, donc pour évaluer un petit peu sa capacité à l'effort. On doit également, dans le bilan d'un BPCO, obligatoirement, surtout dans les stades avancés, de faire un ECG à la recherche donc d'une complication ou d'un retentissement cardiaque, surtout un retentissement cardiaque droit. Donc, il faut rechercher une déviation axiale droite à l'ECG. Il faut toujours calculer le R qui est supérieur à S en V1 et le R qui est inférieur à S en V6. C'est des signes, bien sûr, on peut faire d'autres éléments, c'est-à-dire recherche de blocs de branches, etc., pour voir si le patient est en train de faire un retentissement cardiaque. Bien sûr, s'il y a un retentissement cardiaque, il faut toujours faire une échographie, aussi bien pour évaluer cette hypertrophie ventriculaire droite, mais également à la recherche d'une HTAP. Et bien sûr, évaluer également la fonction du ventricule gauche. Pour les autres investigations, donc c'est en cas par cas. Par exemple, un malade, si on fait c'est-à-dire il a un hypocradisme, il fait beaucoup d'exacerbations, on fait une radio, on trouve une image radiologique à la radio, donc on est obligé donc de faire une TDM et de compléter la TDM par une fibroscopie afin d'éliminer donc un cancer bronchique qui est lui-même dû au tabagisme. Il faut également, donc, pour les investigations, faire un bon examen ORL et bien sûr de la dentition à la recherche d'un foyer infectieux pour traiter, pour éviter que le patient fasse des exacerbations répétées. Il faut aussi faire un ECBC, c'est-à-dire en cas de suspicion d'une infection et surtout quand il y a une infection à germes résistants afin de faire donc un antibiotique adapté. Bien sûr, il faut demander un bilan biologique, à savoir une FNS à la recherche d'une polyglobulie qui est surtout réactionnelle à l'hypoxie, mais aussi il faut rechercher la comorbidité, c'est-à-dire une anémie qui est une comorbidité très fréquente et de mauvais pronostics, qui est l'anémie. Aussi, il faut rechercher dans l'FNS une hypériosínophilie qui va, c'est-à-dire sanguine, qui va orienter un petit peu le traitement, surtout la prescription de corticoïdes. Enfin, après avoir fait donc tout le bilan du patient, la radio, la TDM, le bilan biologique, le FR, etc., on va classer notre malade selon le stade de gravité. Selon le stade de gravité, c'est beaucoup plus, donc il est dû au VMS, c'est-à-dire on classe les malades en stade de gravité selon le VMS. Vous voyez, quand le VMS il est supérieur à 80, le malade il est dit léger. Quand il est entre 80 et 50, il est des modérés. Quand il est entre 50 et 30, il est des sévères. Mais si le VMS est inférieur à 30, le malade il est très sévère. D'accord? Donc, ça nous permet un petit peu de classer, c'est-à-dire le malade en stade de sévérité, mais également, on ne se base pas seulement sur, c'est-à-dire les signes fonctionnels, mais également sur, on doit évaluer le malade par rapport à la symptomatologie, c'est-à-dire des symptômes,
et c'est-à-dire surtout la dyspnée, l'invalidité, etc. Donc, pour décider d'un traitement adéquat. Maintenant, on passe au chapitre du traitement. Bien sûr, le traitement, donc, il a des objectifs. Donc, le premier, donc, au traitement de la BPCO à l'état stable. Donc, il faut toujours réduire les facteurs de risque, bien sûr, puisque le tabac est le premier incriminé, donc on va faire un arrêt du tabac et recommander des substances nicotiniques ou des médicaments pour aider le malade à faire un arrêt du tabagisme. Et bien sûr, donc réduction et prévention des autres facteurs tels que la pollution, c'est-à-dire il ne faut pas sortir quand il y a trop de polluants dans l'air, etc. La vaccination, donc surtout antipneumococcique et antigrippale. Pour la vaccination antigrippale, donc ça doit être effectué tous les ans et antipneumococcique chaque 5 années. Pour les médicaments, plusieurs médicaments qu'on peut utiliser, mais ce sont surtout des médicaments donc, qui sont symptomatiques, donc ils vont simplement soulager la dyspnée et augmenter la capacité à l'exercice du patient. Il y a beaucoup plus, on a surtout les bronchodilatateurs, on a deux familles, les bêta-2 mimétiques et les anticholinergiques. Il y a les bêta-2 mimétiques de courte et de longue durée et il y a les anticholinergiques de courte et de longue durée d'action. La voie inhalée, c'est-à-dire elle doit toujours être privilégiée par rapport à la voie générale, bien sûr. Il faut toujours, c'est-à-dire peser le rapport efficacité et tolérance et réponse du patient. Quant aux corticoïdes, ils ne sont indiqués dans le traitement de fond que si les malades, c'est-à-dire ne répondent pas aux bronchodilatateurs. On donne un bronchodilatateur. Quand le malade ne répond pas, on peut associer un deuxième. Mais quand le malade il fait toujours des exacerbations, il est toujours dyspnéique, on est en droit d'associer un corticoïde, bien sûr. On associe également un corticoïde généralement quand le stade de sévérité est important. Et actuellement, selon le GOL 2019 et 2020, on peut donner les corticoïdes, c'est-à-dire selon le taux d'éosinophilie pulmonaire ou sanguine. Quant aux corticoïdes par voie générale, ils ne sont indiqués, c'est-à-dire ils ne sont pas indiqués sauf de courte durée, c'est-à-dire on donne en cas d'exacerbation une courte durée de 5 à 10 jours, puisqu'ils vont favoriser donc l'apparition de comorbidités telles que le diabète, l'HTA, l'ostéoporose. Bien sûr, vous connaissez tous les complications des corticoïdes et les effets secondaires. Donc, ces médicaments, c'est-à-dire aussi bien les bronchodilatateurs que les corticoïdes, donc ils vont simplement donc améliorer les symptômes, la qualité de vie et diminuer donc le nombre d'exacerbations. Ils n'ont montré aucun effet sur le déclin du. Voici donc, c'est-à-dire les inhalateurs, c'est des corticoïdes, donc c'est pas la peine de citer les noms. C'est juste pour vous montrer un petit peu les dispositifs donc, qui sont utilisés dans le traitement de la BPCO. Il y a des médicaments qui sont déconseillés, voire même contre-indiqués, tels que les antitussifs, parce qu'ils vont entraîner un encombrement très important. Aussi, ils ont donc un effet sur donc, une dépression des centres respiratoires au niveau du centre bulbaire. Ils peuvent donc provoquer des exacerbations et des insuffisances respiratoires aiguës. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas donner donc des anxiolytiques ou des médicaments c'est-à-dire des tranquillisants qui vont déprimer la fonction respiratoire. Il y a un autre chapitre dans le traitement de la BPCO, c'est la réhabilitation et la kinésithérapie. Donc le but de cette réhabilitation et de la kinésithérapie, c'est de réduire les dépenses énergétiques,
d'augmenter la capacité des patients à accomplir des efforts et bien sûr de prévenir les déformations, favoriser les échanges gazeux et soulager la gêne respiratoire. Un autre chapitre toujours dans le traitement de la BPCO. On a dit au début que la BPCO, elle évolue vers l'insuffisance respiratoire chronique qui est un handicap. Donc l'oxygénothérapie au long cours, quand est-ce qu'on va donc l'indiquer? Quand le patient donc a un épisode, c'est-à-dire il fait par exemple il est indiqué lorsqu'à distance des épisodes donc de gazométrie ou 3 de gazométrie en moins. Et donc, on va avoir du PaO2, c'est-à-dire pendant la journée, qui est inférieur à 55 mm de mercure. Donc, on fait les gaz du sang et on trouve que la pression artérielle en oxygène, elle est basse. Et là, on est en droit, donc on doit indiquer l'oxygène à domicile. Soit on peut tolérer, c'est-à-dire une pression artérielle plus importante jusqu'à 59, mais à condition que le patient fasse une autre complication pour pouvoir le mettre sous oxygène, à savoir une hypertension artérielle pulmonaire, une désaturation nocturne, c'est-à-dire le soir, ou quand le malade présente une polyglobulie à la FNS ou des signes de CPC. Là aussi, il faut mettre le malade sous oxygène, c'est-à-dire au long cours à domicile. Je ne terminerai pas le cours sans parler des traitements chirurgicaux. Donc, le but, c'est de diminuer surtout la distension en enlevant bien sûr les bulles. Donc, c'est la bullectomie. Il y a la chirurgie des bulles, donc les bulles géantes, quand elles sont compressives, ou c'est-à-dire quand elles sont à l'origine de pneumothorax répétés, ou quand il y a des infections à répétition. Enfin, le dernier traitement, c'est la transplantation. Donc, elle est limitée beaucoup plus aux sujets jeunes. Donc, ce n'est pas donné à tous les patients de faire une transplantation. En conclusion, donc ce qu'il faut retenir, que la BPCO est une maladie qui est toujours sous-estimée, sous-diagnostiquée et sous-traitée, puisque ce ne sont pas tous les malades fumeurs ou qui présentent des BPCO qui vont consulter. La BPCO est une maladie donc, qui peut être prévenue et traitée. Comment on prévient? C'est par donc l'arrêt du tabac, l'arrêt à l'exposition professionnelle, ça c'est la prévention primaire. Deuxième prévention secondaire, c'est de faire un diagnostic précoce pour éviter éviction et bien sûr éviction des facteurs de risque. Et la prévention tertiaire, c'est la prévention des complications. Voilà, donc il faut arrêter de fumer pour éviter l'évolution vers la bronchite chronique et l'emphysème. Si le malade fait la BPCO, il faut éviter que celui-ci donc fasse une insuffisance respiratoire chronique et bien sûr donc prévention secondaire. Et merci pour votre attention.